Nous allons donc nous intéresser aux facteurs de la mondialisation. Il faut d'emblée retenir plusieurs facteurs qui ont aidé au développement de l'économie mondiale et qui ont aussi expliqué le concept de mondialisation. Nous avons déjà montré que c'est un concept qui peut remonter à plusieurs années. Seulement, les géographes et les économistes ont retenu les années 1980 pour en fait donner un contenu au concept de mondialisation. Parce que n'oubliez pas, depuis 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous avions deux mondes. Un monde occidental qui est capitaliste autour des États-Unis et de leurs alliés, principalement les pays européens et pays capitalistes, et un monde soviétique ici, communiste, un monde communiste. Cela entre 1945 et 1991, date à laquelle l'Union soviétique va s'effondrer. Pendant cette période, il est difficile de parler d'un seul monde. Mais en 1991, l'Union soviétique va s'effondrer, ainsi le monde devient unipolaire. Donc cette fois-ci, nous avons un monde unipolaire. Donc un seul pôle entre les mains des vainqueurs de la guerre froide, à savoir les Occidentaux. C'est dans ce contexte que le concept de village planétaire va être en fait développé. Parmi les facteurs qui ont expliqué la mondialisation, nous pouvons retenir dans un premier temps l'éloignement des matières premières des zones de transformation. Donc, éloignement des matières premières des zones de transformation. Des zones de transformation. L'éloignement des matières premières des zones de transformation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez ici les matières premières, vous avez par là les zones de transformation. En termes simples, vous avez les usines ici, et vous avez les matières premières là. Or, les industries ont besoin de ces matières premières. On peut, dans un premier temps, essayer de trouver les matières premières, les transporter vers les zones de transformation, mais cela va impacter sur le prix de la part du produit manufacturé. La solution alors, pour ces industries occidentales intéressées par les matières premières, c'est de se déplacer. Ce déplacement, ce transfert des compétences de l'industrie vers la matière première qu'on appelle délocalisation. Donc, on peut retenir que l'éloignement des matières premières, des zones de transformation, va pousser les industries qui ont besoin de ces matières premières à transférer certaines de leurs compétences vers les matières premières afin de les transformer au niveau local. Ensuite, écouler le produit fini
ou semi-finis dans le monde. Donc, on va plus tard écouler le produit dans le monde. Donc, l'éloignement des matières premières, des zones de transformation qui a poussé les industries occidentales à aller vers les périphéries pour trouver ces matières premières, les transformer afin de les écouler vers les zones de consommation, peut être alors retenu comme un facteur ayant expliqué la mondialisation. Le deuxième facteur que l'on peut retenir, c'est le perfectionnement des moyens de transport. Donc, deuxième facteur, le perfectionnement des moyens de transport. Des moyens de transport et de communication. Vous avez le perfectionnement des moyens de transport et de communication. Alors, aujourd'hui, vous avez un transport rapide et massif de matières premières, de produits finis dans le monde. Autre perfectionnement ayant expliqué la mondialisation, dans le concept du développement des technologies de l'information et de la communication, on va constater un transfert rapide et instantané, notamment de capitaux et des investissements. Ce qui permettra alors aux entreprises étrangères de transférer certaines de leurs compétences dans le monde, notamment dans les périphéries dites intégrées, exploitées ou marginalisées. Donc, retenons que le perfectionnement des moyens de transport et de communication ont favorisé la mondialisation. Aujourd'hui, par un simple clic, vous transférez des capitaux d'une zone à une autre. Aujourd'hui, par un simple clic, vous parvenez à commander des produits d'un lieu à un autre. Aujourd'hui, c'est votre monde avec l'Internet, l'Intranet et autres. Les communications sont devenues très faciles et cela aide alors à accélérer ce qu'on appelle les transactions dans le monde. Toujours par rapport à ce perfectionnement des moyens de transport, vous avez aujourd'hui des bateaux capables de brasser des milliers de tonnes en un laps de temps, des avions capables de transporter des milliers de tonnes d'un lieu à un autre en un temps record. Donc ça montre que le perfectionnement des moyens de transport et de communication peut être retenu comme un facteur ayant expliqué la mondialisation. Troisième facteur que nous pouvons retenir, la croissance économique. La croissance économique de certains États leur oblige à s'ouvrir au reste du monde. La croissance économique de certains États leur oblige à
s'ouvrir au reste du monde. Alors, cette ouverture, c'est à deux niveaux. Pour investir, mais aussi pour capter d'autres investissements. Donc ici, vous avez un pays qui est riche, il a besoin d'investir ailleurs, investissement, mais ce pays a encore besoin de capter d'autres investissements. Donc ici, on va capter les investissements. Dans ce cas de figure, les pays développés vont investir et permettre à la périphérie de capter les investissements. À partir de ces investissements dans les pays de la périphérie, il y aura des retombées économiques qui permettront alors à la multinationale qui a délocalisé ici de faire des bénéfices et de réinvestir dans le pays de départ. Donc, la croissance économique de certains États oblige ces États-là à s'ouvrir au reste du monde. Une ouverture pour investir, une ouverture pour capter les matières premières ou capter l'investissement au niveau local. Par rapport toujours à cette ouverture, deux avantages importants sont à retenir. On peut bénéficier d'un marché important de consommateurs pour écouler le produit au niveau local, mais on peut aussi, au niveau de cette partie, bénéficier d'une main-d'œuvre abondante pour aider au développement de l'économie de ces pays qui ont eu à investir ailleurs. En somme, l'ouverture au reste du monde s'explique par la nécessité pour les pays développés, pour les pays qui sont riches, pour les pays qui regorgent en ressources, de s'ouvrir au reste du monde. Une ouverture qui leur permettra un investissement ou pour capter les investissements. Le quatrième facteur que nous devons retenir, c'est en fait un transport instantané des capitaux et des investissements. Quatrième facteur ici, transfert instantané de capitaux et d'investissements. Ce que nous avons déjà dit avec le perfectionnement des moyens de transport et de communication. Par un clic, vous transférez des activités, vous transférez des capitaux, par conséquent des activités d'un lieu à un autre. Et ça a aidé à raccourcir les distances. Parce que à des milliers de kilomètres par un clic, vous pouvez transférer une compétence. Le cinquième facteur que nous pouvons retenir, toujours en rapport avec la mondialisation, nous l'avons déjà signalé, vous avez un impératif de s'ouvrir au reste du monde. Cette ouverture, il faut la lire à deux niveaux. D'abord, une ouverture liée à l'accumulation du capital dans un pays qui a besoin d'investir. On va investir ou dans les pays où vous avez ce qu'on appelle des matières premières, des activités qu'on ne peut pas développer. Or, pour aider au développement de ces activités, il faut attirer l'investisseur étranger. Donc, l'ouverture, c'est à deux niveaux. Ouverture des pays de la périphérie pour capter l'investissement, mais cet investissement qui a été capté au niveau des pays de la périphérie, grâce à l'ouverture de cette périphérie,
permettra, dans le cadre de retour d'ascenseur à ce pays qui a eu à transférer, grâce à cette ouverture, à avoir des retombées économiques. Donc, grâce à la délocalisation, on va faire beaucoup de bénéfices. Et cette délocalisation permet aux entreprises de bénéficier de faibles coûts de production, d'autant plus que la main-d'œuvre est abondante et bon marché. Ensuite, découler le produit souvent au niveau local, ça permettra de vendre ces produits à bas prix et d'en vendre beaucoup. Sans oublier aussi ce qu'on appelle la protection de l'environnement qui est très faible dans ces pays de la périphérie comparé aux pays développés. Donc considérez ici que vous avez les pays développés et par là vous avez les pays de la périphérie. Parce que dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle le système de polyeuropéen pour l'entretien de l'environnement. La conséquence, c'est quoi? Ici, on va investir, gagner de l'argent, mais les recettes vont être grevées pour l'entretien de l'environnement, pour lutter contre la pollution, tandis que là, la protection de l'environnement est très faible. Voilà donc les facteurs qu'il faudra retenir. Nous en avons distingué 5, mais le 5e, on peut le mettre en rapport avec le perfectionnement des moyens de communication et de transport. Nous allons maintenant nous intéresser aux acteurs de la mondialisation. Petit 2, les acteurs de la mondialisation. Les acteurs de la mondialisation. Les acteurs de la mondialisation. Nous en distinguons plusieurs acteurs et qui organisent le fonctionnement du système monde. Et nous avons aussi noté, et c'est ça qui est important à retenir, les champs d'action des acteurs de la mondialisation sont au-dessus des pouvoirs des États. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ce que décident les acteurs de la mondialisation, les États sont obligés de le respecter. Parce que ce sont ces acteurs-là qui organisent le fonctionnement de l'économie mondiale. Les États-Unis ne peuvent pas faire face à ces acteurs, malgré qu'ils soient la première économie mondiale. Aujourd'hui, la Chine est évidemment en train de talonner l'économie américaine et au premier trimestre du 2014, selon les économistes les plus avertis, la Chine est aujourd'hui au-devant de la scène d'Afrique et devant les États-Unis en termes de retombées économiques. Mais nous avons le temps de revenir sur ça quand nous nous intéresserons à l'économie chinoise. Donc, les acteurs de la mondialisation ont des pouvoirs qui sont au-dessus des pouvoirs des États. C'est ça qu'il faut comprendre par là. Qui sont-ils alors? Ils sont nombreux, ces acteurs de la mondialisation. Parmi les acteurs, vous avez ce qu'on appelle les firmes multinationales. Les firmes multinationales. Ou encore transnationales. Ces firmes multinationales. Ce sont ces firmes-là qui vont alors transférer des compétences ailleurs. Et en transférant ces compétences, ces firmes vont en fait avoir une garantie par rapport à leur investissement. Raison pour laquelle ces firmes multinationales sont parmi les décideurs
dans le fonctionnement du système monde. Alors, l'autre, on peut retenir comme autre acteur l'OMC, Organisation mondiale du commerce. L'OMC. C'est cette organisation qui fixe les prix des matières premières. Les prix des matières premières sont fixés de telle sorte que les industries occidentales puissent s'en procurer à bas prix. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons dit quelque part que les pays de la périphérie sont victimes de la détérioration des termes de l'échange. En termes simples, c'est un échange qui est en train de se faire au détriment des pays de la périphérie. D'ailleurs, c'est pourquoi, dans la caractérisation des pays de la périphérie, nous avons eu à noter l'existence d'une périphérie exploitée. Donc, les ressources de cette périphérie ne profitent pas à cette périphérie, d'où le concept de croissance et développement. Donc, l'OMC est un acteur de la mondialisation. Nous avons d'autres acteurs, notamment financiers, qui financent l'économie mondiale. Il s'agit, vous avez du Fonds monétaire international, FMI, Fonds monétaire international, Vous avez la Banque mondiale, la BM, la Banque mondiale, etc. Retenons ces deux institutions, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui définissent le fonctionnement du système financier mondial, qui peut prêter de l'argent à des conditions à certains États, notamment de la périphérie. Donc, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international définissent en fait le fonctionnement du système financier mondial. Aujourd'hui, on ne peut pas se démettre de l'influence du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Autre acteur qu'on peut retenir, vous avez ce qu'on appelle les clubs riches. Les clubs riches. Ils ont des moyens et peuvent investir dans le monde et influencer les décisions dans le monde. Donc, autre acteur, vous avez les clubs riches. Parmi ces clubs, vous avez le G7, ça regroupe les 7 pays les plus industrialisés du monde. Vous en avez 4 dans l'espace européen, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Vous en avez 2 dans l'espace nord-américain, les États-Unis et le Canada. Et un autre, le 7e, dans l'espace asiatique, il s'agit du Japon. Ce sont donc ces 7 pays qui sont les plus industrialisés au monde. Vous avez le G8, c'est le groupe des 8 pays les plus industrialisés au monde. Ce sont ces 7-là, plus la Russie. Autre groupe, vous avez le G15. Ce sont ces 8 pays, plus 15 pays émergents. Aujourd'hui, on vous parle du G20. Donc, ce sont les 20 premières économies mondiales. Régulièrement, ces clubs se réunissent pour définir
le fonctionnement de l'économie mondiale, pour orienter évidemment à le profit le fonctionnement du système monde. Donc, on peut retenir que le G7, le G8, G15, G20 sont aussi des acteurs de la mondialisation. Alors, le constat là, ce sont principalement les pays du Nord que vous avez dans ces groupes-là. Et ces groupes, ces groupes que vous avez, les pays du Sud sont exclus, la raison pour laquelle ils sont victimes de la détérioration des termes de l'échange, parce que les décisions qui sont prises ici, c'est pour en fait renforcer la domination des pays du Centre. Autre acteur de la mondialisation qu'on peut retenir, vous avez l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. Organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc, ce sont ces pays-là qui sont en réalité responsables de la croissance mondiale. Pourquoi? Parce que la croissance mondiale repose aujourd'hui sur le fonctionnement des industries. Et qui parle d'industrie ne peut pas ignorer l'importance de l'énergie. Et si ces pays exportateurs de pétrole décident de réduire la production de pétrole, cela va impacter sur la dynamique des entreprises parce que le prix du pétrole va coûter très cher, va être très élevé. Nous avons, sinon nous allons le voir en tout cas en ce qui concerne le premier choc pétrolier qui a été marqué par la flambée du prix du baril de pétrole. Les petites entreprises ne pouvant pas s'offrir cette énergie vont entrer alors en décadence. Et régulièrement, l'OPEP, dans les discussions, brandit l'arme pétrolière pour se faire entendre. Et la plupart des pays membres de l'OPEP, vous les avez au niveau du Proche-Orient, qui est en fait le réservoir mondial de pétrole. Donc, retenons que l'OPEP est aussi un acteur de la mondialisation. Pourquoi? Parce que l'OPEP peut influer sur la dynamique mondiale en inondant le marché mondial en énergie ou en réduisant sa production d'énergie qui va alors impacter sur la production industrielle. Entendez par là, soit vous avez une augmentation ou encore une crise. Vous avez enfin comme autre acteur de la mondialisation les ONG. Vous avez organisations non gouvernementales ou encore organismes non gouvernementaux. Donc, si vous utilisez organisme, c'est au masculin, on dira non gouvernementaux. Si vous utilisez l'expression organisation, vous avez donc un féminin, donc ce qu'on appelle organisation non gouvernementale. Alors, ici, ces ONG interviennent dans le monde principalement pour des raisons humanitaires, pour aider les populations en difficulté. Et ces ONG vont influencer aussi les prises de décision dans le monde. Donc, ils sont des acteurs de la mondialisation. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'ONG s'investissent au Sud pour lutter contre ce qu'on appelle ici la supériorité du masculin, entendez par là, de l'homme sur la femme. Ces organisations, alors, mettent en avant les notions de parité, les notions de liberté fondamentale, les notions de défense des droits des femmes, les notions de défense des droits des enfants, etc. Ces organisations, alors,
influence en fait le fonctionnement du système mondial. Aujourd'hui, les femmes sont surprotégées. Il est encore surprotégé. Et sans oublier aussi les enfants qui sont surprotégés. On parle du droit des enfants, du droit des femmes, etc. On a comme l'impression que les hommes aujourd'hui, ils ne sont pas aussi protégés. En réalité, ce sont ceux-là qui font les textes. Bien. Voilà donc les acteurs de la mondialisation. Mais la mondialisation a réduit les distances, a accéléré les échanges. Mais cette mondialisation va avoir des inconvénients, des difficultés. Voilà pourquoi certains acteurs vont prendre le contre-pied de la mondialisation. C'est cela qu'on appelle des altermondialistes. NB, on peut retenir dans le terme NB que ces acteurs de la mondialisation vont faire face à l'opposition de certains qu'on appelle des altermondialistes. Les altermondialistes s'opposent à la mondialisation. Donc, ils sont des acteurs, certes, mais qui prennent le contre-pied, d'autant plus qu'ils demandent à ce que les ressources mondiales soient redistribuées afin de lutter contre la pauvreté. Retenez que le monde n'a jamais été aussi riche que pendant la mondialisation. Cette mondialisation ayant réduit les distances, accéléré les investissements, accélérer les échanges, par conséquent, aider à la croissance mondiale. Paradoxalement, c'est pendant la même période que les inégalités de développement vont se creuser davantage. Et raison pour laquelle ces altermondialistes demandent à ce que les ressources mondiales soient redistribuées afin de lutter contre la pauvreté dans le monde. Autre élément, ces altermondialistes luttent aussi contre le réchauffement climatique. Vous avez par exemple les Verts, ce qu'on appelle les écologistes. Ils combattent l'utilisation des produits chimiques. Les altermondialistes s'opposent à la surexploitation des ressources naturelles. Dans les mers, certaines espèces de poissons qui sont menacées sont aujourd'hui en fait protégées par ces altermondialistes et autres. Donc retenez que les acteurs de la mondialisation font face à d'autres acteurs, entendez par là leurs détracteurs. Ceux qui s'opposent aux acteurs de cette mondialisation, on les appelle des altermondialistes. Vous avez comme exemple Greenpeace. Greenpeace, c'est un altermondialiste.